Le journal de 8h avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Jacques, bonjour à tous. La rage ce matin en Israël, la rage et l'indignation après la découverte de la supercherie du Hamas. Le corps présenté hier par les terroristes palestiniens comme celui de Shiri Bibas n'est pas celui de la mère de famille de 32 ans, ni d'aucun autre otage selon les experts médico-légaux israéliens. Les autorités israéliennes dénoncent une très grave violation de l'accord de cessez-le-feu et réclament la véritable dépouille de Shiri Bibas. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Israël qui n'a pas de mots assez forts pour exprimer ce matin sa colère et son émotion. Oui, la tristesse et la colère des Israéliens, déjà fortement ressenties hier lorsque les corps ont été restitués, sont exacerbées ce matin, puisqu'après plusieurs heures d'examen, les médecins légistes sont parvenus au cours de la nuit à la conclusion que la dépouille mortelle que le Hamas affirmait être celle de Shiri Bibas n'est pas celle de la jeune femme, ni celle d'aucune autre otage morte en détention. L'autopsie des enfants de Shiri a révélé que Kfir et Ariel avaient été froidement assassinés en novembre 2023. Leur mort n'est donc pas la conséquence d'une frappe israélienne, comme l'avait affirmé le Hamas et le groupuscule terroriste qui les maintenait en captivité. Réaction de Benjamin Netanyahou, le Hamas a transmis le corps d'une femme gazaoui à la place de celui de Shiri Bibas. Nous nous assurerons qu'il paiera au prix fort cette violation de l'accord. Pas de remise en cause immédiate dans ses propos du Premier ministre de la poursuite des échanges entre otages israéliens et détenus palestiniens. Les autorités confirment d'ailleurs le maintien de la libération prévue pour demain de 6 otages. En contrepartie, Israël devrait relâcher plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, certains condamnés lourdement pour terrorisme. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Israël qui soutient le plan de Donald Trump pour Gaza. Le président américain a proposé de prendre le contrôle de l'enclave palestinienne et de déplacer sa population vers le pays voisin. 8 dirigeants arabes se réunissent aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, pour discuter d'une réponse commune. Donald Trump sur tous les fronts. Lundi, il reçoit Emmanuel Macron à la Maison-Blanche pour discuter de l'Ukraine. Déplacement dont le chef de l'État a discuté hier soir au téléphone avec Volodymyr Zelensky. 4e entretien téléphonique en une semaine avec le président ukrainien. Entre ses réunions internationales et sa consultation des partis politiques hier, Emmanuel Macron s'affiche en porte-parole de l'Europe sur le dossier ukrainien. Quelle est son ambition face à Donald Trump la semaine prochaine, Arthur Delaborde? Faire comprendre à Donald Trump que les États-Unis n'ont pas intérêt à faire trop de concessions à Vladimir Poutine, c'est l'idée principale d'Emmanuel Macron. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable. Les garanties de sécurité que peuvent apporter les Européens seront aussi évidemment au cœur des discussions avec le président américain, à commencer par la question de l'envoi de troupes au sol. Je vais pas décider demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. À ce sujet, Paris et Londres travaillent sur un plan. Selon plusieurs journaux britanniques, il comprendrait le déploiement d'un maximum de 30 000 hommes en Ukraine. Ces troupes seraient positionnées loin du front, avec pour mission d'assurer une défense aérienne et maritime. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et avant les États-Unis, Emmanuel Macron attendu demain à l'ouverture du salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris, dans un climat que l'Élysée espère plus apaisé que l'an dernier. Vous vous souvenez, les huées des agriculteurs, les sifflets, les échauffourées, les grilles du salon forcées, Macron démission qu'on avait entendu également, et puis les 2 heures de débat à couteau tiré avec le chef de l'État. L'édition 2025 sera-t-elle plus calme? L'Élysée compte notamment sur le vote cette semaine de la loi d'orientation agricole pour désamorcer la colère. Mais la coordination rurale ne l'entend pas de cette oreille. Sa présidente, Véronique Le Floch, était l'invitée d'Europe 1 ce matin. On considère que la venue du président pourrait justement être la provocation qui va justement faire qu'il y aura une étincelle et qui allumera le feu. Quel signe positif il nous a donné en un an? Le Mercosur, il s'était quand même engagé il y a un an. Le Mercosur ne passera pas. L'Ukraine, on est encore en discussion. Et on voit déjà l'inondation de céréales qui peut-être viendront demain encore en France. La France qui est pays exportateur net de céréales. Personne ne se rend compte qu'on a en face de nous des machines de guerre. Les BRICS, Brésil, Russe, l'Inde, la Chine, ils sont en train de créer une monnaie unique. Ils vont en fait contourner pour vendre directement les céréales. Et tout ça, on ne dit rien.
Est-ce que vous avez été reçu par l'Élysée en amont de ce salon de l'agriculture? Eh bien non, juste un SMS pour dire que on allait certainement être reçu et au final, aucun rendez-vous. Véronique Le Floch, invitée d'Europe 1 matin à 7h10. Interview complète à retrouver sur europe1.fr. Notez qu'un vaste périmètre de sécurité a été mis en place dès ce soir minuit et jusqu'à dimanche minuit autour de la porte de Versailles. Les autorités estimant sérieux le risque que des rassemblements non déclarés de nature à troubler l'ordre public aient lieu. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Le nouveau régime carcéral voulu par Gérald Darmanin examiné le 17 mars prochain à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux veut ouvrir au 31 juillet une première prison de haute sécurité réservée aux 100 plus gros barons de la drogue incarcérés en France. Dans le Figaro ce matin, il précise son intention: couper les détenus de l'extérieur, réduire leur communication et supprimer l'accès aux unités de vie familiale. Après le rappel de milliers de C3 et de DS3 pour des airbags défectueux, la tourmente continue pour Stellantis. Oui, près d'1 millier de personnes attaquent le groupe automobile en justice à cause de problèmes moteurs. Hier soir, à Lille, l'association Victimes du moteur PureTech tenait une réunion d'information dans la salle des automobilistes désabusés. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Peugeot, c'est terminé. Nous, ça fait plusieurs générations qu'on est chez Peugeot Citroën parce que c'est du robuste. Et là, c'est désolant. La colère de Catherine qui possède une voiture avec un moteur PureTech défaillant, manque de puissance, panne sur autoroute. Ça m'est arrivé 4 fois. Personne chez Peugeot ne m'a dit que c'était une casse moteur. Donc j'ai couru des risques. Je fais des conduites avec mes petits-enfants sur l'autoroute à 4 prises. Et maintenant, j'appréhende au volant, ajoute cette retraitée. Juste à côté, Laurent et ses enfants détiennent 3 véhicules du groupe Stellantis. Consommation d'huile excessive, préjudice estimé à plusieurs milliers d'euros. C'est 3 moteurs à 7 000 euros. Donc il y avait déjà 21 000 euros, plus la décote. Donc on va rajouter 3 000, 3 500. Donc en fait, ça fait quasiment 30 000 euros que je ne reverrai pas, entre guillemets. 900 personnes attaquent le géant de l'automobile en justice. 500 000 voitures seraient concernées par ce moteur PureTech. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Le golfe de Gascogne, de nouveau ouvert à la pêche ce matin. Oui, après 4 semaines immobilisées pour la protection des dauphins, les navires de plus de 8 mètres ont pu reprendre la mer cette nuit. Le sport, Fanny, coup de tonnerre sur les parquets de la NBA. Le Français Victor Wembanyama ne finira pas la saison avec les San Antonio Spurs. Il souffre d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Et puis en football, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions à midi à Nyon, en Suisse. Lille et Paris vont enfin connaître leurs adversaires pour la suite de la compétition. Le LOSC devrait obtenir une affiche abordable. Pour Paris, en revanche, ce sera du très lourd, Cyril de la Morinerie. Oui, pour le PSG, ce sera soit Liverpool, la meilleure équipe du moment, soit Barcelone, invaincu lors de ses 12 derniers matchs. Les Reds sont en tête du championnat anglais. Le nouvel entraîneur néerlandais Arne Slot a fait oublier le charismatique Jürgen Klopp. Mohamed Salah est une machine à marquer avec 28 buts inscrits depuis le début de la saison. Méfiance également du Barça. L'équipe emmenée par le vétéran Robert Lewandowski a infligé dernièrement 2 gifles au Real Madrid. Alors Liverpool ou Barça ? Le journaliste Jacques Vendroux a sa préférence. Je voudrais, dans un rêve, que ça soit Barcelone, qu'on leur mette, passez-moi l'expression, une magnifique avoine pour effacer cette remontada d'il y a quelques années. Et Lille pourrait affronter Dortmund ou Bruges, des Belges qu'il faut prendre très au sérieux, prévient le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. Quand on voit les dernières performances de Bruges qui étaient les gagnées contre l'Atalanta Bergame, c'est une performance. Après, ce que Lille a démontré, nous ont prouvé qu'ils avaient les moyens de perturber une équipe comme Dortmund. De toute façon, il ne reste que des cadors. Les 8e de finale auront lieu début mars. Cyril de la Morinerie. C'était le journal de 8h présenté par Fanny Marceau. Merci Fanny.